Mesdames, Messieurs, bonjour. L'homme étant un être psychosomatique, malheureusement, nous nous intéressons souvent, habituellement, beaucoup plus au niveau du corps. Nous, au niveau de Espace Miné, nous marquons en arrêt tous les jeudis pour parler de la spiritualité. Les autres disent jeudi sorcellerie, mais nous disons jeudi spiritualité. Ce matin, nous allons marquer un arrêt important, un arrêt majeur, si vous préférez, pour parler du christianisme, mais avec une interrogation. Le christianisme est-il une chance pour le continent noir? Avez-vous l'impression que le christianisme a aidé l'homme africain? C'est la problématique essentielle de ce matin. Mais avant tout cela, on aura déjà eu notre dénonciation avec Pierre Blériot-Niémec. Comme vous le savez, ce jour est 1er mai. Il s'agit donc de la fête du travail. C'est un jour férié au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres États dans le monde. Il n'y aura donc pas la revue de la presse. La presse forme papier ne paraît pas au Cameroun ce matin, raison pour laquelle vous n'aurez pas la très étincelante Claudia Uncha, mais vous aurez votre dénonciation, vous aurez votre problématique dans le cadre justement de jeudi spiritualité. Tout ceci se passe au Canal 6, mais également au Canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer dans le cadre justement de ce programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous réservons encore ce matin de très grands moments de télévision. Bonjour, Mr. Tot. Bonjour, mon frère. Comment vas-tu? Ça va un peu, ça va. Ça fait un bail. Ça fait très longtemps, quelques années quand même. Ouais, c'est vrai. Je suis là. Mais j'ai constaté que tu as pris quelques kilos. Bon, peut-être c'est l'âge aussi. Peut-être l'âge. On prend un peu de poids. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, comment vont vos recherches? Bon, tout va bien, tout est au parfum, tout est au comble. Voilà. La dernière fois quand nous nous voyions, il n'y avait pas docteur. Maintenant, il y a docteur Tot. Ouais. Félicitations. Hein. Merci. Votre expertise nous aidera justement dans le cadre de ce programme. On accueille en face de vous un homme d'église, un homme de Dieu. Il s'agit du révérend Bayon. Révérend Bayon, bonjour. Bonjour Parfait ici, je suis heureux de te retrouver, ça fait quand même un petit moment, et pour dire tu nous as manqué. Donc, comme ça aussi, je veux dire c'est un savoir-faire que nous avons vu, que tu as préparé des gens qui peuvent prendre valablement la relève. Nous avons été bien soutenus ici par ta remplaçante. Tout à fait, donc, Viviane Andrea. Je suis heureux de me retrouver sur ce plateau. C'est un plateau miné, mais très très éducatif, très très instructif. Et je crois que sur une thématique comme celle d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont voir leur lanterne éclairée. Tout à fait. Parce que c'est un sujet qui, ma foi, est un sujet d'actualité, mais également qui pose une problématique sur la place du christianisme, de la foi chrétienne dans le processus du développement national, international. Je crois que nous aurons des réponses appropriées. Surtout concernant l'homme africain. Tout à fait. Le continent noir. Je pense que cette affaire a-t-elle aidé l'homme africain ou alors l'a plutôt asservi? C'est la problématique. Oh, tout à fait, parce que la problématique aujourd'hui pose un certain nombre de choses qui se soulèvent en ce moment, des discussions qui ont lieu dans la cité. Et, n'est-ce pas, les chercheurs, n'est-ce pas, se posent aujourd'hui, quels sont les leviers que nous devons appuyer pour que l'Afrique puisse se développer. Tout à fait. Et je pense qu'il y a des réponses dans tous les domaines. Nous allons parler de ça en long et en large. Donc, que nos spectateurs puissent s'arrimer, ça va être très intéressant. Merci révérend Bayon qui nous soutient ici depuis quelques mois dans le cadre justement du jeudi spiritualité. Nous accueillons également notre frère et ami Alain Douk. Les téléspectateurs l'appellent le benguiste, l'homme au vocal tout particulier. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, un bonjour certainement ce matin de jeudi spiritualité à la source. Vous savez, dans une émission devancière, on nous a donné l'impression qu'il y a des gens qui ont l'exclusivité de la source. Il y a un parchemin, un papyrus découvert en Égypte, dans une pyramide qu'on appelle le papyrus Chester Beatty I. Ça porte le nom de l'auteur, celui qui a découvert le papyrus en question. Il décrit une relation d'homosexualité entre deux divinités et deux personnalités de lignée royale en Égypte, Horus et Seth. Le document est là, vous pouvez le trouver au British Museum jusqu'aujourd'hui.
Donc quand on est venu sur ce plateau dans une émission devancière, nous faire comprendre que non, c'est les Occidentaux qui nous ont apporté l'affaire de l'homosexualité, vous voyez immédiatement que ce n'est pas vrai. Bonjour à la source. La source, une autre source, une source appelée le papyrus d'Ipuwer. Ipuwer, c'est le nom de l'Égyptien de l'époque, qui a retranscrit sur un papyrus des événements liés à son époque. Des événements qui confortent et appuient systématiquement l'ensemble du discours biblique sur l'exode, la migration des Israélites antiques, leur servitude, le fait qu'ils ont quitté l'Égypte avec des trésors d'Égypte, etc. L'esclavage en question. C'est aussi documenté, vous pouvez le trouver en Hollande, au muséum de Leiden, jusqu'aujourd'hui. Donc personne n'a l'exclusivité de la source, et il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous autres, qui défendons une autre perspective, nous sommes des têtes de gondole. Attendez un peu, vous vous adressez à qui? Non, mais Parlant de l'exclusivité. je m'adresse aux intellectuels qui mettent des œillères, qui ne tiennent sur l'Égypte que les discours qui les arrangent. Ils sont sur ce plateau? Ben certainement. Tot est là. Il faut arrêter de sacraliser l'Égypte, de la diviniser. Parfait, je vais sortir par Ouais, là. sortons par Les là. gens pensent que c'est anodin. Le fait que nous ayons en maçonnerie une obédience totalement consacrée au rite des mystères égyptiens anciens. On a le rite de Mishraïm, avec 99 degrés. Ce n'est pas anodin. Idéologiquement, on est en train de faire un construit où on utilise l'académie pour justifier et attirer les masses africaines vers un culte qu'ils ne comprennent pas, qui est là, en arrière-plan, qu'on sublime et qui est crypté. Merci Alain Doc, chers téléspectateurs. Lorsque nous sommes à Jeudi Spiritualité, les esprits sont engagés et peuvent aller dans tous les sens. Donc, soyez très attentifs et restez lucides. On accueille notre consultant. Oui, lui restera le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Casto, très introduit également dans la chose spirituelle. Pierre Blairy, un mec, bonjour. Bonjour, parfait, ici. C'est vraiment un jeudi au vitriol. Hein. Ça va trop vite. Heureusement que c'est vous le sac. Je me demande quel autre modérateur. Parce que ça a démarré sur les chapeaux de roue, là. C'est vite. Mais l'exclusivité. Alors, personne n'a l'exclusivité de quoi que ce soit. La tâche qui nous incombe, sans prétention, est d'apporter chacun un morceau. Tout à fait. À l'édification de ce que nous croyons être la vérité. Tout à fait. Parce que celui qui nous a précédés de toute éternité, qui nous devance, qui vit avec nous, qui viendra après nous, l'alpha et l'oméga, lui, il se joue bien de nous. Se joue bien de nous. Que ce soit les sources ou même pas les sources, il se joue de nous. Il est le maître du temps et des événements. Donc nous devons, nous tous, apporter modestement chacun une pierre. Petite contribution. Une pierre. Et Saint-Exupéry disait, être un homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est sentir en posant sa pierre qu'on contribue à l'édification d'un monde meilleur. Ce n'est pas la citation du jour parce que je ne prends pas mes... Donc c'est très important et je suis sûr que ce plateau y contribue. Tous ceux qui sont ici sont des têtes à la fois bien faites et certaines sont bien pleines. Donc ce n'est que pour le bonheur des téléspectateurs. Merci. Si vous m'y autorisez, oui, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à l'un de mes Ntchango. Le Ntchango, chez nous en Afrique, au Cameroun, c'est lorsque deux hommes ont pris épouse dans deux sœurs. Voilà. Il s'appelle Ndjing Batum Emmanuel Yul, depuis Ezeka. Le petit nom, c'est souvent Emma. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Emma, je te souhaite joyeux anniversaire. Et bien de choses à toi. Donc, c'est ton Ntchango. C'est mon Ntchango. Vous avez épousé les femmes d'une même maison. Oui, j'ai pris apparemment, vous entendez bien. Non, on s'entend superbement bien. Alors, Blériot, comme d'habitude, vous allez garder le microphone, hein, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce 1er mai 2025. Alors, la sagesse de ce 1er mai 2025 dit ceci. Fais un grand champ loin de ta maison, mais fais également un petit champ à côté de ta maison. On peut reprendre. Fais un grand champ loin de ta maison,
mais fais également un petit champ à côté de ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas mettre tous ses efforts dans des projets lointains. Il faut garder quelque chose de substantiel pour pouvoir vivre et ne pas tomber dans la mendicité. Vous pouvez avoir un gros projet dans lequel vous mettez beaucoup d'argent, qui est futuriste, oui, mais en économie domestique, il faut également. Et l'idée est bien claire aussi dans la pratique. Nos mamans le faisaient, les anciens le faisaient. Le grand champ était éloigné de la maison. Tout à fait. Mais il y avait également un petit champ derrière la maison, une sorte de verger, une sorte de potager, ainsi de suite. Il faut ramener cette idée de l'économie domestique. Il y en a qui s'engagent, parce que l'idée vient de quoi? Il y en a qui s'engagent dans de gros projets qui absorbent tout, qui peuvent réussir ou échouer, mais qui les mettent dans une mauvaise posture. Vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Tu t'en vas dans un gros business qui prend tous tes avoirs, et finalement, si ça échoue? Même si ça n'échoue pas, le temps que ça prend pour réussir Vous souffrez. peut te mettre dans une situation extrêmement ridicule. Tu te retrouves en train de faire dans la mendicité. Donc fais un grand champ loin de ta maison, mais fais également un petit champ à côté de ta maison. C'est ça la sagesse de ce matin. De toutes les façons, très chers téléspectateurs à travers le monde, vous êtes en direct sur votre chaîne de télévision Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. À tout de suite pour la suite. Comme nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, ce jour est férié au Cameroun par rapport au 1er mai. 1er mai, c'est la fête du travail. Nous n'aurons donc pas la revue de la presse de la très étincelante Claudia Ancha et nous allons passer directement à la dénonciation. Et pour cela, comme d'habitude, nous repassons la parole à Pierre Blaireau-Nyemec pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, la dénonciation de ce matin est davantage une interpellation. Nous voulons interpeller les maires dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala et dans les autres petites villes par rapport au supplice que vivent les mototaximans. Un véritable supplice. Parfois ici, il y a des gens postés là pour arrêter les motos qui traversent telle ou telle ligne ou qui manquent de tel ou tel papier. Lorsqu'on arrête une moto, le jour de l'arrestation, le mototaximan doit verser 25 000 pour sortir de la fourrière et 5 000 de frais de 6 ou 16, ça fait 30 000. Chaque jour qui passe, 5 000 francs s'ajoutent sur le montant. Conséquence, très souvent le mototaximan n'a pas les 30 000 sur lui. Il va les chercher et quand il revient 3 jours après, Ça fait il y a 45 000. Il y a 15 000 qui se sont ajoutés. S'il ne les a pas, il doit rentrer encore chercher. Les 5 000 continuent à s'ajouter. L'idée étant ici, parce que je ne sais pas si les maires voient ce que leurs collaborateurs font. Parce que c'est souvent une direction particulière dans les mairies qui s'occupe de la sécurité routière. Alors, au finish, les motos sont abandonnées. Si vous faites le tour des mairies de Yaoundé, de Douala, de Mbalmayo, les postes, les motos sont remplis. Alors, après un certain temps, des trafics s'organisent. On vend des motos à 25 000, à 50 000. Une moto. Oui. Vous imaginez la peine de ces jeunes gens qui finalement, pour quelques-uns, se transforment en bandits. Un bandit de grand chemin. De grand chemin. Ils disent donc, bon, ok, comme il en est ainsi, puisqu'on a perdu notre viatique, notre source de vie, on va retourner dans tout ce que vous pouvez imaginer. La loi, elle est bonne. Elle doit nous redresser. Mais elle doit avoir un caractère humain et humanisant. Est-ce que ce n'est pas l'objectif visé? C'est-à-dire arracher les motos à ces jeunes gens. Est-ce que c'est vraiment
de la répression citoyenne. Je vous dis, depuis les postes de police, les mairies, partout, allez voir la quantité de motos qui pourrissent quand ils n'ont pas réussi à vendre quelques-unes. Allez voir. Et la jeunesse, ça pose... Et quelques agents de mairie sont les principaux acquéreurs de ces motos. Parfait, ici. Et moi, j'ai quelqu'un dans une mairie qui m'a proposé de me vendre 10 motos à 250 000. Ouais, voilà. Cela signifie que tu laisses une moto à 25 000. Je lui ai dit que c'est un business facile, mais je ne fais pas. Je ne veux pas être propriétaire de 10 vies. C'est-à-dire, on a arraché 10 vies aux gens et on vient me les vendre à 250 000. Voilà. Très bien, merci Pierre Blériot pour cette dénonciation, tout en vous annonçant que nous avons un invité surprise ce matin. Il s'agit de la giga, de la méga star Belka Tobi, l'un des meilleurs de sa génération. On l'aura tout à l'heure, il vous dira bonjour à sa manière. Il est dans ce studio. Le temps pour moi de passer d'abord la parole à Alain Douk. Alain Douk, Pierre Blériot pose un problème social, un problème de cœur. On sait comment c'est difficile d'acquérir une moto lorsqu'on est un petit chômeur de rien du tout. Et maintenant, si on met sur pied des stratagèmes de cette manière pour vous l'arracher, est-ce que ça ne fait pas mal au cœur? C'est carrément, possiblement une tragédie sociale. Parce que on connaît à quel niveau nous en sommes avec les statistiques sur le sous-emploi et le chômage, notamment encore en zone urbaine, c'est plus grave. Vous avez donc des jeunes qui, sur la note de la débrouille, essayent quand même d'avoir un moyen de subsistance pour régler au quotidien un certain type de problèmes, pour survivre. Moi, je vois tout le temps là, même tout au long de cette semaine, j'ai vu des agents de la police municipale, là, partout, ici au quartier Foulane, etc. Ils ont souvent des sorties très musclées. Ils sont très violents. Oui, ils ne sont pas, dans les manières, ils ne sont pas civilisés. Et vous savez, il y a quelques mois, on a eu comme ça un accident. L'un d'eux a ôté la vie comme ça à un taxi-moto, toujours dans ces histoires où on fait des sorties musclées, on va arracher du côté de la route de la présidence. Voilà, de force, etc. Donc, je me disais que cet incident allait les assagir. Est-ce que ça a été le cas? Maintenant, nous sommes à l'aune d'un important événement politique dans ce pays. La situation sociale, sociopolitique est tendue. Je constate que nos gouvernants ne s'arrangent pas, même au niveau de la municipalité, à jouer la note de l'apaisement. Il faut faire attention. Un bon gouvernant tient compte de tout ça. Avant même de prendre des décisions même de police municipale. On ne blague pas n'importe comment. Ne donnez pas le prétexte, n'allumez pas l'étincelle qui permettra qu'il y ait un brasier. Il faut faire attention en cette période. Il faut que les esprits se posent, tant au niveau de ceux qui gouvernent, et j'invite notamment aussi ceux qui subissent cette oppression à se calmer tout de même. On peut pas... Ça confirme ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que l'atmosphère devient totalement invivable lorsqu'on est dans une mafia. Et je pense que dans la description des faits faits par Blériot, on constate que c'est une mafia. C'est-à-dire qu'on mène toute cette activité de police municipale avec en arrière-plan la volonté de faire de l'extorsion. Tout à fait. Pour aller revendre, etc. À vil prix. Et par moment, même les employés de la mairie... Justement, eux-mêmes peuvent racheter. Ils ont la priorité puisque, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais pourquoi, en réalité aussi, on peut faire la psychanalyse de leur conduite pour sortir? Et ça n'arrive là parce que vous savez qu'en réalité, il y a un souci au niveau de la gouvernance, notamment le financement des collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les fonds qui doivent leur retenir, il y a toujours cette espèce de code que l'État centralisé... et ça bat sur les motos. Non, c'est pas une excuse. Maintenant, j'essaie comme j'ai dit, je fais la psychanalyse, parfait. Pour dire que maintenant, j'ai l'impression que comme ils ne sont pas liquides, on cherche des stratagèmes, etc. On procède même maintenant à l'extorsion. Mais ce n'est pas la solution.
Ce n'est pas la Très solution. bien. Tot, c'est donc un problème sérieux. J'ai également rencontré un ami dans une mairie. Je vais taire le nom de la mairie. Il lançait ce qu'ils appellent souvent la vente aux enchères. Vente aux enchères. Vente aux enchères. Et le gars me disait que si tu as même 25 000 là, ou 50 000, tout ça, 75 000, je te cherche 2 motos, et tout et tout. Bon. J'avoue que l'offre était alléchante, hein. mais comme a dit Blériot, oui, je peux acquérir 2 ou 3 motos dans ces conditions, mais je suis en train de sacrifier quand même quelques vies. Tot, est-ce que c'est la meilleure manière pour les mairies de se faire du beurre? Déjà, il faut mentionner d'entame que la précarité et le manque de rigueur au niveau de la loi, de la législation et des forces de sécurité laisse libre cours aux uns et aux autres de faire ce qu'ils ou elles veulent. Que ce soit au sein des ministères, que ce soit au sein des mairies, que ce soit même dans la rue. Tout à fait. Quand on a déjà compris ça, on évolue avec notre argumentaire en appuyant que les agents de la mairie, beaucoup sont dans la précarité. Oui. Beaucoup sont dans la précarité. Et comme il y a aussi le laisser faire, le laisser aller, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de discipline mise en place pour à chaque fois appeler tout le monde à l'ordre. Une fois qu'on a un éventail d'actions, on peut donc se permettre de braquer, de racketter tout le monde, voire même de lancer les assauts, comme on vient de le dire, au point de confisquer les motos, s'en emparer et commencer à faire des ventes aux enchères. C'est d'ailleurs un acte que nous condamnons avec la dernière énergie, au même moment que nous appelons à plus de rigueur au niveau de la régulation de la loi, des forces de la sécurité, au même moment que nous appelons à l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans le sens global. De l'autre côté, ceux qui sont dans la rue, qu'on appelle les motomanes, beaucoup sont là, ils n'ont pas de papier. Parce qu'il faut aussi mentionner ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas de papier. Et qui sont même des parfaits voyous. Beaucoup même qui sont des bandits, parce qu'il faut rappeler que le 25 décembre 2024, je suis sorti le soir pour faire un petit tour au Carrefour Juvence. En rentrant, j'avais ma sacoche du côté de la route. On l'a arraché. Un motoman a démarré derrière moi, il a arraché la sacoche, il est parti avec. Et puis là, tu es à pied, tu ne peux pas le poursuivre. Donc, voilà des actes qui font aussi en sorte que, même si on veut les couvrir, même si on veut prendre leur parti, quand on se rappelle de ce qu'on aura subi en route, dans une rue, ou dans une ruelle, ça nous remonte aussi en même temps. Mais donc nous appelons dans le sens global à ce que nous avons énoncé d'entame, à savoir plus de sécurité, plus de rigueur au niveau de la législation et une amélioration des conditions de vie des citoyens du Cameroun. Merci. Merci. Révérend Bayon, ça tombe bien parce que vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un homme d'église. Nous ne sommes pas là pour tirer sur les mairies. On peut reconnaître que les mairies ont leur mission et je pense que dans le cadre de leur mission, il y a justement ce travail-là et il y a cette propreté sur le plan mental qu'elles doivent mettre, ainsi de suite. Mais est-ce que ça devrait donc aller à ce genre de cas? Parce que voyez-vous, le Cameroun est un pays où on retrouve beaucoup de chômeurs. Si un gars a déjà fait un effort d'acquérir une moto, vous ne savez même pas comment il a fait pour acquérir la moto. Certainement à base d'un prêt, ainsi de suite, à base d'énormes sacrifices. Un beau matin, vous mettez sur pied ce que nous appelons ici des stratagèmes pour arracher, estorquer cette moto. Est-ce que ça ne va pas, en voulant résoudre un problème, on ne crée pas un autre, parce que le garçon n'a donc plus rien à faire. Est-ce qu'il ne va pas se lancer maintenant, quand tu rentres chez toi, il te met ce qu'on appelle au village la clé 14 pour arracher ton sac, arracher ton argent, ainsi de suite, parce qu'il n'a plus sa moto. Alors, il doit vivre. Je veux remercier Blériot comme ça pour avoir touché ce problème social. Parce que à la fois on décrit le comportement de beaucoup de jeunes Camerounais qui se débrouillent dans le métier de mototaximan, mais il faut comprendre que nous sommes dans une société actuellement où les questions d'emploi sont au centre des problèmes que nous avons. Et chaque Camerounais essaie de se débrouiller à sa façon. Donc moi je veux même féliciter beaucoup de jeunes Camerounais qui se mettent à faire des petits métiers pour pouvoir s'en sortir. Le SMIC camerounais, je pense, c'est 35 000. Bon, il a quand même évolué, hein. Nous sommes dans les 42 000. 42 000, voilà. Si nous disons 42 000, je reviens à des chiffres, pour avoir une moto
qui coûte dans l'ordre de 500 à 800 000 francs. Il faut 1 an de travail pour quelqu'un acharné. Ça veut dire vous avez tout mis sans nourrir votre femme, sans nourrir vos enfants. Il vous faut 1 an de travail pour avoir une moto. Maintenant, après avoir eu votre moto, il vous faut payer les papiers, tout ce qu'il faut pour pouvoir être en règle. Maintenant, après ça, on vous donne une contravention. Il faut dire que la contravention, c'est 25 000. 25 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un mototaximan. Je ne dis pas qu'on enlève la contravention. 25 000, c'est 5 jours de travail acharné pour un mototaximan. Je voudrais que les maires comprennent que la communauté urbaine est au service de la population. Ils sont serviteurs de la population. Ils ne sont pas maîtres sur la population. Ils ont ainsi pour devoir de protéger cette population. Maintenant, tous les gens qui réfléchissent sur la façon de résoudre le problème de la cité, quand même, posez-vous des questions. Et c'est ça le centre de notre discussion là tout à l'heure. Ça veut dire que on prend les motos de nos jeunes taximens qui se sont débrouillés 1 an pour avoir une moto ou 2 ans pour avoir une moto et on le jette ainsi dans la rue. Ça pose un problème social. Dans un moment où, n'est-ce pas, Alain disait tout à l'heure, une étincelle peut s'allumer. Et ces gars-là sont solidaires parce qu'ils savent ce qu'ils souffrent. Vous touchez un moto-taximan, vous trouvez entouré de 50 à 100 à la minute. À la minute. Donc une étincelle peut déclencher et provoquer un autre problème que nous ne savons pas dans notre nation. C'est ici le moment de peut-être interpeller, n'est-ce pas, les pouvoirs publics, de regarder cette histoire attentivement. Moi, je vais vous donner une anecdote. On chutera par là. Je chute par là. Je suis devant la basilique ici de Volier et un mototaximan est arrêté de manière musclée par ce groupe, cette police municipale. Et je m'approche pour lui dire, s'il vous plaît, pardon, laissez cet enfant, quand vous le voyez, il se débrouille, pardon. Ils disent, oui, vraiment, révérend, on va aider, comme c'est vous, on va aider. Ce qui fait, il faut qu'il donne 3 500 francs pour avoir le tablier. Donc, ils ont un tablier qui revêtent là. 3 500 francs. Je dis, d'accord, je vais donner 2 500 francs, il va contribuer 1 000 francs. Et ils disent, non, il faut qu'il aille payer ça à la base. Le mototaximan m'a soufflé, il m'a dit, papa, pardon, ne m'abandonne pas ici. Ces gars-là vont me cribler. Ils sont en train de mentir, c'est pas vrai. C'est le dilatoire. Je leur ai dit, je pars à la base avec le moto. Je m'en vais payer. Sur la moto, je pars payer ce vêtement moi-même. Quand je suis entré, ils ont seulement pris la moto, ils ont amené à l'arrière où il y avait des centaines de motos garées. On me dit de payer 25 000. Ce n'était plus 3 500 francs, c'était 25 000 qu'il fallait payer. Et je décide d'aller voir le chef de cet entrepôt-là. Voilà. Je lui dis, c'est moi qui suis allé, cette moto m'appartient, donc voilà, il faut que vous puissiez faire quelque chose. Le monsieur m'a dit, si vous ne donnez pas 10 000 francs, je ne peux rien pour vous. Il a fallu donner 10 000 francs là sur place pour laisser ce jeune Camerounais qui était en train de se débrouiller. C'est pour ça que, n'est-ce pas, la dénonciation de Blériot a sa place ici. Nous décrions, et je veux dire aussi, vous voulez que les mototaximans changent. Quelles sont les mesures éducatives? Quels sont les leviers qu'on appuie pour que cette société puisse changer? On ne forme pas, peut-être, on n'a pas des séminaires de formation dans les mairies pour pouvoir leur dire comment on se comporte en société, des choses d'accompagnement, y compris pour le développement. Ça veut dire qu'on peut même vendre les mototaximans aux mototaximans sous certaines conditions. Ça veut dire, on vous dit, vous récupérez votre moto qui est confisquée à 25 000 à condition que vous fassiez ceci, vous fassiez cela, vous fassiez ceci. En fait, il faut des idées. Il ne faut pas mettre, n'est-ce pas, le Cameroun à feu et à sang parce que nous sommes dans une atmosphère tendue en ce moment. C'est là que je peux apporter ma contribution. Merci, révérend Bayon. Pierre Blériot-Niamey, que nous ne sommes pas là pour mettre de l'huile dans le feu, mais par moment, nous avons vu dans certains quartiers, j'ai même vu, pas très loin de là où nous émettons, à Dakar, en bas, à Yaoundé, un motoman, comme on les appelle vulgairement, qui s'est déshabillé. Il s'est mis à nu pour
contester et faire comprendre son ras-le-bol face à la police municipale, et où il disait, vous allez me donner ma moto. Et il s'est déshabillé, il était, comme on dit, il était sans caleçon. Il dit, vous allez me donner ma moto. Vous allez me donner ma moto. On a par moment vu certains mototaximens qui se sont mis en bande pour affronter également de manière violente la police municipale, ce que nous n'encourageons pas. Mais, Pierre Blériot, si ce genre d'actes émanant des mairies continue, est-ce qu'il n'y a pas risque de trouble à l'ordre public, pour parler comme eux? Mais les mototaximans étaient au palais des Verts, Paul Biya. Ils ont dit que leur candidat, c'est Paul Biya. Bon, attends un peu. Quel est le parallèle? Ils étaient là-bas, non? Ils sont libres d'avoir un candidat. Très bien, mais c'est sous son régime qu'ils subissent effectivement ce qu'ils subissent. Donc tu dis Achikangongo. Achikangongo. Bon, maintenant, pour être plus sérieux, c'est pas Paul Biya qui dit aux maires de ne pas bien... La plupart des maires sont absents de leur mairie. Beaucoup de choses se passent dans les mairies. Nos maires ne sont pas formés. Dès que tu as un peu d'argent ici et là, tu achètes la mairie parce que tu veux souvent porter l'écharpe là, le bandeau de toile couleur là. Le vert aux gens. Voilà, tu veux avoir des pouvoirs, tu veux menacer les gens, tu veux t'asseoir aux premières loges quand il y a des cérémonies. Mais le véritable travail du maire, vous avez rencontré combien de maires en route en train de vérifier le travail que font leurs je ne sais pas comment je peux qualifier ces gars qui se retrouvent. Vous avez même regardé le visage des gars qui sont en route. C'est comme si on les choisi par les plus je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Presque dans tous les... On cherche les gars les plus violents et les plus barbares, sans éducation. Vous prenez donc des bandits pour aller redresser d'autres semi-bandits. Est-ce que ça donne? Ça ne donne pas. C'est pas comme ça qu'on gère un État. Il faut... Le texte du chef de l'État, je l'ai lu, qui vise la création des polices municipales. C'est l'un des textes les plus longs et les plus riches qu'on ait au Cameroun. Ceux qui sont là ne sont pas de la police municipale parce qu'ils n'ont pas la formation requise. Là-bas, on définit même les diplômes. Ce n'est pas quelqu'un qui a raté tout dans sa vie qui devient policier municipal. Et là, vous n'imaginez même pas le business. Il y a une grande femme d'affaires qui était maire à Douala, qui avait 1000 motos. Père son âme. 1000 motos. Mais elle n'avait pas acheté les 1000 motos. Elle n'avait pas acheté les 1000 motos. Qu'est-ce qu'un individu fait d'ailleurs avec 1000 motos? Je comprends. Il y a une sorte de cupidité, de voracité. Tu fais quoi avec 1000 motos? Ça veut dire 500 000 de recettes, 500 000 de recettes par jour. Non, comme vous dites non. Attendez, la moto c'est 5 000 par jour. C'est 5 millions. 5 000. Oui, 5 millions par jour. Oui, oui, oui. C'est 5 millions. 5 millions par jour, oui. C'est 5 millions par jour. Et c'est à la mairie qu'on allait faire le versement. Vous comprenez ça? Certains maires, et quand on voit la situation aujourd'hui, ne réussissent plus à maîtriser leur parc. On parlait là des motos, on parlera un autre jour des voitures. Mais il est plus difficile. Vous savez pourquoi on n'envoie pas les agents de la mairie arrêter les voitures? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on va les tuer avec les voitures. mais attendez, ils n'ont aucune autorité. Un policier m'interpelle, je m'arrête. Si les imbéciles là, quelqu'un... non, on va pas les insulter. Bon, si ces gens-là, comme ils apparaissent souvent, c'est-à-dire, tu roules comme ça, quelqu'un apparaît en route. Tu apparais comme ça, on va t'écraser. On va t'écraser. C'est pour cela, je vous dis, c'est la raison pour laquelle ils ne s'attaquent pas encore aux véhicules. Mais ce n'est pas bien, il faut les organiser. Maintenant, on a parmi les mototaximans des brebis galeuses, comme dans toutes les... D'ailleurs, ce ne sont même pas les mototaximans. Je vais vous dire, dans ma zone en Kouaban, les gars des motos se sont organisés pour eux-mêmes veiller sur les bandits. Ça, c'est bien. Ils se sont déjà organisés là-bas. Si tu tentes d'agresser quelqu'un dans la zone, si les gars des motos te récupèrent, la police ne verra que tes déchets, c'est-à-dire que tes demi-morceaux. C'est pas pour encourager ça, mais pour dire qu'il y a des secteurs où les gars ont dit qu'ils vont extirper la mauvaise graine.
Et ils doivent le faire un peu partout. Ils s'organisent déjà un peu mieux que beaucoup d'autres corps de métier. Donc, aidons-les. Le révérend disait, quand vous avez arrêté une moto, au lieu de lui donner une amende de cette nature, c'est-à-dire pour qu'il vous abandonne la moto. Quand vous demandez 25 au matin 25 000 à un gars qui fait la moto. Où est-ce qu'il va trouver ça? Non, pas le 25. Il va trouver ça où? Ça veut dire que vous voulez rester avec la moto. Mais est-ce que on ne peut pas aménager ça autrement avec pour idée? Et je vous dis même, on ne prend pas le soin de bien identifier le mototaximan. Des fois, tu reviens, on retrouve plus ta moto. Oui, on te donne une vieille moto. Oui, je dis que le service n'est pas bien mené. On n'identifie pas que c'est la moto de Pierre Blériot, c'est châssis numéro tant. Non. Quand tu reviens, on te dit, va voir, on avait pris ta moto là-bas. C'est-à-dire, on avait poussé la moto, on a mis dans un coin. Et un des gars de la mairie qui est intéressé par ta moto, ramasse ta moto. Il envoie à Eboloba. Ta moto, quand tu reviens, on te dit, trouve ta moto est là-bas. Donc, toi aussi, si tu trouves une moto qui te plaît, on appelle ça les Boulgandja. tu prends, tu dis que c'est ma moto ici. Ça devient compliqué. Hein? C'est très compliqué. Alors, on va lire quelques messages jusque-là enregistrés. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, hein, ces messages-là. Alors, nous prenons celui-ci. Oh là là, quelques petites difficultés, hein. Trop de messages quand même. Alors, je pense que nous allons finir par prendre celui-là. Quelqu'un dit ici, je pense que nous allons d'abord marquer une touche pause, hein. Et nous reviendrons pour la lecture des messages et nous reviendrons également pour accueillir notre ami et frère qui nous fait une visite surprise ce matin, l'artiste d'envergure internationale. Bon retour sur ce plateau. Lisons d'abord quelques messages avant d'accueillir Belkatoubi. Bonjour Espace Miné, je voudrais interpeller mes amis qui conduisent les motos. Il faut avoir le minimum quand vous avez une moto. Le permis, la carte grise, la plaque CEMAC et l'assurance. Le gain qu'on gagne en faisant la moto nous permet de réunir ces minimums. Concernant la communauté urbaine, plusieurs dossiers d'autorisation de circuler en ville sont en souffrance car étant validés par le gouverneur, la communauté urbaine n'a pas de carton pour la catégorie de personnes physiques particuliers. Nous versons beaucoup d'argent dans les caisses pour qu'il y ait manque de carton. S'il vous plaît, communauté urbaine, facilitez-nous le travail. Enfin, aux agents... alors, qu'est-ce qu'il dit là? Enfin, aux agents de mairie, prenez exemple sur ceux des SOS. Ils savent que c'est pas une zone interdite au niveau de l'hôpital, la CNPS. Ils ont décidé de gérer les embouteillages. Au lieu d'agresser les chauffeurs, soyez utiles aux populations. Merci. Autre message ce jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi, salutations à tout le panel. Monsieur Niemek, le phénomène a aussi cours ici à Marois. Ce sont effectivement ceux qui ont un lien avec ces réseaux qui les rachètent aux enchères. Elles sont stockées ici en masse comme des tables bancs à l'hôtel de ville. Il sera très difficile de stopper ce phénomène tant que ceux qui dirigent la ville seront nommés et non réellement élus. Merci. Autre message ce jour. Bonjour à vous en studio. Vraiment, merci pour ce débat du jour sur ces gens-là. Depuis, ils ont pris ma moto qui était en condition vente que j'avais pris pour me lancer dans la vie active ayant fait des études Bac+3 en ressources humaines. Je me suis retrouvé en cellule parce que le propriétaire de la moto ne voulait pas comprendre cela. En allant au commissariat déclaré que j'ai vendu sa moto. Or, jusqu'à nos jours, c'est toujours là-bas à Yaoundé 3 que j'ai signé une reconnaissance de dette de 550 000 francs CFA à payer. Or, je suis innocent. À Yaoundé 3 Yaoundé 3, c'est Foulan, c'est-à-dire que là, nous Non, non, qu'il prenne la tâche avec moi. Yaoundé 3, c'est Lucas Owona. Lucas Owona. C'est le maire. Oui, oui. Lucas Owona, qui est un ami, hein? Oui, 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 oui. Il n'est même pas... Non, je vais vous dire. Il est un ami, un grand frère. Oui, oui. C'est pour ça que je vous disais, beaucoup de maires ne sont même pas au courant du business qu'il y a derrière. Parce que c'est sur votre route là qu'il se trouve. Mais allez voir les motos qui sont là-bas.
Bon, Blériot se porte garant. Ouais. Appelez-moi, je vais vous mettre en contact avec Blériot. Il va toucher le maire, Lucas Owana. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Aïssi et à tous vos panélistes. Je reviens sur la situation des mototaximènes évoquée ce matin. J'ai été stagiaire à la commune de Douala et ce que vous réitérez est juste. Mais sauf que les motos saisies quelquefois font l'objet de la non-conformité du mototaxi en question. Sur le terrain, il y a des brebis galeuses recrutées illégalement et qui font le sale boulot dans le but d'arnaquer ces pauvres mototaxis. Néanmoins, la mairie de Douala met des mécanismes en place à travers des initiatives telles que Abou, ambassadeur du bon ordre urbain, pour réduire ces bavures. C'est Serge de Douala et qui envoie cette contribution. Nous allons prendre d'autres préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, parfait, et bonne fête de travail à vous en studio. Mon petit frère a acheté une moto neuve à Tinga, facture en main au niveau du carrefour Cité Verte. Les gars de la mairie compétente l'arrêtent et leur expliquent qu'il s'en va au village et paiera les frais à la mairie de Matom, vu qu'il opère en Kenglikok. Nous, je suis arrivé sur les lieux avec des frères en tenue pour partir de là, car mon petit frère avait supplié ces voyous fatigués. C'est Dominique de Mawel qui envoie le message. En Kenglikok, c'est pas très loin de chez moi. C'est le village de Rigobert-Sombanak. Autre message ce matin. Bonjour à tous les démineurs et gros bisous à Claudia Antia de l'espace de ce 1er mai. Claudia n'est pas là. C'est sûr que vous fantasmez sur Claudia. Malheureusement ce matin, Claudia n'est pas là. Et surtout, excellente journée de célébration du travail. Juste pour renouveler ma considération pour votre merveilleux programme qui est suivi par une grande communauté camerounaise résidant à Saint-Pétersbourg en Russie et sûrement aussi par Poutine lui-même. Ah bon? Bonne émission et merci pour le bonheur que vous nous procurez chaque fois. Bonjour spécial au grand Yemek Blériot et bisous à ses 5 épouses. Hervé de Saint-Pétersbourg. Toi, tu donnes les bisous aux 5 épouses et quelqu'un. Autre chose, il a dit que Poutine lui-même nous regarde. C'est bien et c'est dangereux. Parce que si Poutine nous regarde et il s'énerve qu'on a dit un truc. C'est vrai, c'est un message qui nous vient du plus 7, c'est la Russie. Donc, bonjour à Hervé de Saint-Pétersbourg. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Hein. Nous prenons celui-ci, c'est le plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur des Émirats Arabes Unis? Alors, il dit ceci, bonne fête à vous sur le plateau et un salut appuyé à la mégastar Belkatobi. La dénonciation de M. Niemek est un fait qui met en lumière l'état déshumanisant de notre administration. Monsieur Parfait, à quoi sert une administration si ce n'est d'être proche de ceux à qui elle rend compte et donc de résoudre leurs problèmes? Je vis aux Émirats Arabes Unis et même ici, lorsque tu accumules d'une manière ou d'une autre un certain nombre de quoi? De Chine ou délits ou taxes à payer à l'État. Si l'administration se rend compte que tu es en incapacité de payer, il organise chaque année une sorte d'amnistie pour solder toutes les dettes, même pour nous les Africains. C'est Fernand depuis Dubaï et qui envoie donc ce message. Nous allons continuer à lire les messages tout à l'heure. Hein. Le temps pour nous d'accueillir notre méga star, comme nous vous l'avons dit, la méga, la giga, la terra, l'un des meilleurs de sa génération. Belkatobi, bonjour. Bonjour, parfait. Ça fait quand même un bon Ça fait un bon bout. Voilà. La dernière fois vous étiez ici, vous nous avez fait danser. Voilà. Voilà. Comment va Belkatobi? Il va très bien. Ça fait déjà 1 semaine et demie que je suis au Cameroun. Et je viens là parce que j'ai un spectacle demain au Garden State. Vous serez d'ailleurs invité et avec mon frère Blériot. Nous allons danser, nous allons chanter ensemble.
vous avez spectacle au Garden State Lounge. C'est situé du côté de la descente hôpital de la Caisse, hein, à Yaoundé. Donc à la descente de l'hôpital de la Caisse, en face, vous avez donc le Garden State Lounge. Alors, on peut avoir les modalités pour avoir accès, les prix et tout et tout. En fait, je pense que c'est déjà là sur les billets d'invitation. C'est pas moi qui organise, il y a... Toi, tu viens seulement chanter. Je viens seulement chanter, donc je ne connais vraiment pas les modalités. Donc c'est demain vendredi à partir de 20h. Yaoundé et Sos. Vous promettez donc un show inédit. Rien que de la musique. Alors, vous pouvez nous faire un truc en acapella. Oh là là. C'est vrai que vous en avez vous ne savez pas quelle chanson prendre. Alors vous allez écouter de Belka Tobi jusqu'à ce matin demain. On va faire un autre acapella de cette chanson que moi j'ai beaucoup aimé au début de votre carrière. Oh, tu veux m'aimer, mais nous veillons tous au numéro, comme bon, elle y a jamais. Je m'aime mais jamais, je m'aime la mère fidèle, j'ai aimé. Alors ça sera demain. Alors Belka, tu vas dire quelque chose à l'antenne hein, pour la chanson que moi j'adore. Tu vas dire parfait ici, le million parfait ici, mais pas même barouet. Ah, tu sais ce que les filles de mon quartier dans le 16e arrondissement me disent. Non. On va faire comment pour rencontrer ton frère parfait ici. Alors que les filles des les amis du 16e veulent Paris. Belka Tobi, merci d'être venu ce matin. On reprend, si vous voulez, le grand Belka Tobi. Ce sera demain à Yaoundé, du côté du Garden State Lounge. C'est situé à la descente hôpital de la Caisse. En face, vous avez le Garden State Lounge. Demain, à partir de vendredi, à partir de 20h. Demain vendredi. Il y a le numéro de téléphone. Hein. Voilà, le numéro de téléphone, on va dans les données. 6 77 31 03 64. Je reprends. 6 77 31 03 64. Ou encore le 6 99 10 06 10. Je reprends. Le 6 99 10 06 10. Vous appelez ces numéros et vous aurez tous les détails pour ce grand spectacle demain. Spectacle en live. Et il insiste, hein, spectacle en live. C'est pas le playback. Voilà. Spectacle en live. Parfait. N'oubliez pas que Bléo a une très belle voix. On va faire la deuxième. Ah, voilà. Ça va aller vite. Et à t'écouter, je sens que tu vas chanter avec nous. Voilà. Ouais. C'est ça, je vais le faire. Merci Belka Tobi d'être venu. Hein. Je t'en prie. Merci d'être chez toi, d'être chez nous. Merci. Nous marquons une autre touche pause. À tout de suite pour la suite. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort.
Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités et salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Betan Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Betan Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfiré Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infarctus, de la longévité.
les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogorkodio, écrit... Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et vous regardez justement votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Ce matin, nous posons une problématique. Le christianisme est-il une chance pour l'Afrique? Que pensez-vous du christianisme? Le christianisme a-t-il véritablement aidé l'homme noir ou alors c'est le contraire? J'aime toujours faire un exercice pour être au même niveau de compréhension. Je vais d'abord passer la parole à Alain Douk pour que nous puissions définir, comme nous disions au lycée, les mots durs. Le christianisme peut-il sauver l'Afrique? Alors, je pense que le vrai mot ici, c'est le christianisme. Maintenant, on pourra aussi définir sauver. Alain Douk, lorsque nous parlons de christianisme, qu'est-ce que nous entendons par là? Il faut être franc, parfait. Dès que j'ai reçu le sujet, déjà, il y a eu une espèce de conflit en moi au sujet même du substantif christianisme. Parce que moi, je n'ai pas la même approche que les autres. Vous savez, tous les ismes sont des idéologies. Donc, il y a donc une idéologie qui promeut le Christ, qui dit promouvoir sa doctrine, mais il se trouve que factuellement, elle ne s'inspire pas forcément du témoignage de la vie du Christ, de la fidélité à ses enseignements, de son exemplarité. Et ça devient dangereux, parce que le christianisme, de facto, de ce que moi j'ai constaté, c'est la religion et l'idéologie de l'Empire. Vous savez qu'en réalité, on doit le christianisme au catholicisme. Et le catholicisme est un proxy, est un ersatz, en réalité, une syncrèse née d'une appropriation de ce que moi j'appelle la foi du Christ, avec des réalités culturelles, spirituelles, sociales, des us et des coutumes, des traditions de l'Empire et de la civilisation romaine. Il faut savoir faire la part des choses. C'est en ce sens donc qu'en tant qu'idéologie et religion, le christianisme est impérialiste. Il peut même se montrer violent. Alors que quand on regarde le Christ, on n'a pas vu une once de violence dans l'expérience du Christ et de ses apôtres. On avait quand même vu, quelque part. Vous savez que Jésus a fouetté les gens. Ah oui, oui. La synagogue. Oui, mais la Bible est claire. Ils sont venus faire le commerce. Oui, Jésus a pris le fouet. Oui, parfois. Donc, il était parfois aussi violent. Un tout petit peu. Et là, je peux te rassurer que quand tu comprends aujourd'hui comment fonctionne le monde et l'emprise qu'a le monde de la finance sur nous, oui, vous comprenez pourquoi Jésus a fouetté ces gens ce jour. Il avait raison de les fouetter. Il avait raison de les fouetter. Vous savez qu'en 1789, c'est là où on instaure le taux d'intérêt, par exemple en France, dans le système de prêt. Vous saviez que sous la monarchie, il n'était pas autorisé de prêter avec intérêt. Vous le saviez? C'est donc ça, avec cette révolution,
Et vous savez, il y a l'arrière-plan qu'on ne dit pas aux gens, l'arrière-plan kabbalistique de qui a mené la révolution pour faire tomber la monarchie, pour faire tomber l'Église. On ne dit pas aux gens que c'est ces gens, notamment aujourd'hui, qui tiennent au monde de la finance. Jésus avait raison un tout petit peu de les fouetter. Merci Alain Douk. On va passer la parole à Tot. Tot, de plus en plus dans le cadre de nos émissions ici, hein, c'est un peu comme à l'université, chez vous là-bas. Et lorsque des thèses s'affrontent, nous posons le sujet sur la table des débats. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Une thèse qui pense que le christianisme est une chance pour l'Afrique et une autre thèse très violente qui pense que si l'Afrique est là où elle se situe aujourd'hui, surtout l'Afrique noire, c'est parce que justement nous avons donné notre vie à Jésus. Nous allons à l'église tous les dimanches. Cette affaire-là nous a servi plus qu'elle nous sert. Le christianisme peut-il sauver l'Afrique? D'accord. Mon déroulé va se passer en deux temps. Très bien. Le premier temps, c'est de poser les bases de mon futur argumentaire quand je vais reprendre la parole. Et le deuxième temps consistera à mettre au clair les propos liminaires qui ont été, je dis au début, tout début de l'émission. Parce que si nous sommes sur un panel sérieux, il y a des têtes qui nous écoutent et il ne faut pas tolérer certaines erreurs et certains égarements. Déjà, le personnage de Jésus n'est pas un personnage historique. Ça, c'est mon premier propos. Le deuxième propos, l'expression Christ n'est pas une propriété hébraïque. C'est une expression égyptienne. Keri Secheta. C'est le titre d'un prêtre d'Osiris. Je vais revenir dessus. Donc, Jésus n'est pas un personnage historique. L'expression Christ ne signifie ni un individu, ni une force cosmique qui descend pour habiter en homme, mais le titre d'un prêtre, comme on peut dire évêque, archevêque, nonce, cardinal. Oui, bien évidemment, je vais revenir dessus. De manière très méthodique, je vais revenir dessus. La première fois que l'expression Keri Secheta, parce que quand on découpe ça, c'est ça qui donne Christ. La première fois que cette expression est prononcée, on est autour de 1600 avant l'ère actuelle. Donc, 1600 avant le supposé Jésus-Christ. Donc, ce sont les Égyptiens, le prêtre d'Osiris, la divinité qui serait morte et ressuscitée. Donc, vous voyez déjà où je vais aller. Donc, c'est la copie, mais une copie falsifiée des cultes de l'Égypte pharaonique. Maintenant, je reviens sur ce qui a été dit ici. J'ai constaté deux choses. La première chose, c'est qu'il ne faudrait pas s'aventurer dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est un problème d'anachronisme. Il parle du papyrus Chester Beatty qui parlerait de l'homosexualité de Seth et Horus. C'est pas vrai. Le papyrus Chester Beatty parle du combat entre Seth et Horus et de la victoire d'Horus sur Seth. Maintenant, la question de l'homosexualité apparaît dans la pyramide de ce pharaon. Si vous pouvez afficher ça aux yeux de tout le monde. Ouais. Ce pharaon s'appelle Pépi. Nous allons afficher. Docteur Tot, permettez-nous d'abord, passer priorité au téléphone. Ouais. Nous avons le professeur qui est au téléphone. Bonjour, professeur. Me semble légèrement distrait. Bonjour, professeur Oui, bonjour, professeur. Nous avons un problème de retour. Alors, Dr Tot va reprendre la parole. Vous insistiez que je puisse montrer ce pharaon. Pépi Neferkare. C'est le fils de Téti, le pharaon Téti, que voici. Donc, Pépi est le fils de Téti. Et ce pharaon a existé autour de 2250 avant l'ère actuelle. Dans sa pyramide, dans l'antichambre de sa pyramide qui a été découverte et reconstituée par l'égyptologue français Jean Leclan en 1977, il est écrit M-A Ouya Metut F M Aret Hor M-A Ouya Metut F M Aret 7. De même que la semence 7 a envoyé sa semence dans le postérieur d'Horus, de même Horus a envoyé sa semence dans le postérieur de Seth. Et il y a une dernière formule qui dit Hefaoupu, c'est-à-dire arrière le serpent. Envoyer des choses dans les postérieurs des gens. Oui, bien évidemment. Donc là, on est autour de 2250 avant l'ère actuelle. Et je précise que cette dynastie, c'est la 6e dynastie. Et c'est une dynastie usurpatrice parce que son père Téti est le premier pharaon à être assassiné. Et il est assassiné par son vizir, par son gardien d'âme et par son cuisinier qui s'appellent respectivement Meri, Meriri et Sekanwipta. Celui-ci aussi est menacé d'assassinat. Tout simplement parce que celui-ci accède au pouvoir, on ne connaît pas le nom de son père,
La lignée même de sa mère, on ne la connaît pas parce que tous les pharaons, on connaît leur lignée maternelle et paternelle. Et on sait comment le pouvoir se transmettait en Égypte. C'était par la filiation maternelle que le pouvoir se transmettait. Oui, sœur Toth, toutes nos excuses encore. Hein. On repart au téléphone dans l'espoir que cette fois-ci, ce sera la bonne. Professeur Oum, bonjour. Bonjour, parfait ici. Alors, je signale que vous êtes justement enseignant d'université, vous êtes égyptologue. Ce matin, nous parlons du christianisme. Une question, le christianisme peut-il sauver l'Afrique? Oui, c'est une question très importante. Je tiens d'abord à préciser que quand on parle de christianisme et de l'Afrique, il faut remonter à l'époque des premiers contacts. Et le premier contact du christianisme avec l'Afrique a été un contact d'imposition d'une doctrine étrangère à l'Afrique. Ça, c'est le premier point. Maintenant, je vais d'abord donner la réponse finale et je vais essayer de la développer. Le christianisme ne peut pas sauver l'Afrique. Pourquoi? Parce que, au départ, il y a un paradoxe. La figure emblématique du Christ, qui est Jésus, a dû son salut à l'Afrique parce qu'il était menacé par Hérode. Et c'est en Afrique que ses parents l'ont amené. Sinon, le christianisme même n'aurait pas vu le jour. Ça, c'est le premier paradoxe. Or, la doctrine chrétienne originaire, née en Afrique, a été utilisée contre l'Afrique pour désaliéner l'Afrique sur le plan culturel et spirituel. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, du point de vue doctrinal, le christianisme enseigne l'amour du prochain. Mais l'amour du prochain, cet enseignement n'a de sens que dans un environnement où les gens ne s'aiment pas. Sinon, dans un environnement en Afrique, à l'époque où le christianisme arrivait, c'était une banalité. Je reprends encore cette expression de Cheikh Anta Diop. C'était une banalité. Donc, on ne peut pas l'amour à les gens qui pratiquent l'amour du prochain. Du point de vue doctrine, le christianisme du point de vue doctrinal, le christianisme est une restriction de la... Vous me suivez toujours? On vous écoute 5 sur 5. Des petits soucis hein, avec le professeur Oumziki qui est égyptologue. On reviendra probablement à lui tout à l'heure. Toth va reprendre la parole et fera un effort de chuter. Donc, comme j'étais en train de le dire, le pharaon Téti est assassiné parce que le peuple ne se reconnaît pas en lui. Le peuple ne se reconnaît pas en lui et il est tué par son cuisinier, son garde de gardien d'âme et son vizir, nommés respectivement Meriri et Sekan Ouipta. Son fils, Pépi Neferkaré, lui-même est menacé d'assassinat et toute cette dynastie est menacée d'assassinat. Finalement, le peuple se révolte et renverse le pouvoir, d'où la première guerre civile, qui est donc narrée sur le papyrus du scribe Ipuur. Là, on est autour de 2150 avant l'ère actuelle. Donc, c'est le scribe qui fait donc le compte rendu de la cause de ce désordre social où le peuple a décidé, on en a marre de ces usurpateurs, il faut rétablir la marque, l'ordre, la justice et l'équité. Donc, voici l'arrivée des Hébreux en Égypte. Voilà leur arrivée.
Là, on est dans la tombe du... On va encore faire un zoom. Hein? Oui, là, on est dans la tombe du vizir, donc des Hyksos, les Hébreux, les Hekakassou, les Amou, les Aramou. Voilà leur arrivée en Égypte. Vous allez les remarquer par leur tenue bigarrée, telle que décrite dans la Bible. Vous les remarquez, et c'est Pharaon qui est en train de les recevoir. Vous voyez les Noirs qui les reçoivent. Ils reçoivent les Hébreux. Donc, on les appelle les Aramou ou les Hekakassout. C'est de ce mot Aramou qui vient l'araméen, donc Abraham l'araméen. Donc là, on est autour de entre 1929 et 1843, c'est-à-dire plus de 500 ans avant le texte dont il venait de faire mention. Et le papyrus Chester Beatty est rédigé autour de 1300 avant l'ère actuelle. Donc, on voit un problème d'anachronisme. Il cite des sources dont il ne maîtrise pas les dates, dont il ne maîtrise même pas les auteurs. Et il cite des événements dont il ne maîtrise pas la chronologie. Par conséquent, nous sommes en train de dire que dans l'Égypte pharaonique, radicalement était interdite l'homosexualité. Voici une formule du livre de Sortie à la lumière, chapitre 125. C'est écrit en hiéroglyphe, je vais le lire devant tout le monde. Il est écrit « Kererti per em imenet ». Nemnek et Nek. Dans Nemnek là, vous voyez deux pénis qui sont en train de se regarder, c'est-à-dire, oh Keresi, toi le gardien de la porte de la Menti, je n'ai pas copulé avec le copulateur, c'est-à-dire, je n'ai pas couché avec un homme. Moi l'homme, je n'ai pas couché avec un homme. Ça, c'est radicalement interdit dans les pratiques africaines. Donc quand il parle de quelqu'un d'une pratique homosexuelle qui est gravée dans une pyramide, alors qu'on a assassiné ces gens, ça veut dire que le peuple ne se reconnaît pas dans ces mœurs-là. Et donc, le récit d'Ipou qu'il va attribuer en disant que c'est l'exode biblique est anachronique parce que les Hébreux arrivent en Égypte autour de 1900, entre 1900 et 1650, pendant l'invasion Hyksos. Alors que le récit d'Ipou remonte à 2150 avant l'ère actuelle. Compris. Attends, il y a un problème d'anachronisme. On comprend que vous avez fait cette mise au point. Voilà. Après cette mise au point, quel est votre avis sur le problème fondamental qui est posé ce matin? Le christianisme peut-il sauver l'Afrique? Maintenant, il y a le professeur qui disait tout à l'heure, lui-même citant Cheikh Anta Diop, le christianisme c'est une banalité. L'amour est une banalité. Et il faut le préciser en revenant sur ses propos en disant que Jésus a été accueilli en Afrique. Ça c'est d'après le récit biblique. C'est le récit biblique qui dit que Jésus était menacé par Hérode et que sa mère ont fui, et son père ont fui la Palestine pour se réfugier en Égypte. Mais aucun texte de cette période, aucun texte en Égypte n'atteste l'arrivée d'un certain couple Joseph-Marie en Égypte. Parce que tout ce qui se déroulait en Égypte était consigné par écrit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez des stèles, vous avez des papyrus, tous les événements qui avaient lieu au Proche-Orient ou à l'Extrême-Orient étaient consignés par écrit. À l'intérieur de la Bible, déjà pour démontrer que le christianisme même déjà est une fiction en soi-même. Jésus n'est pas un personnage historique, tout simplement. À l'intérieur de la Bible, c'est démontré. On dit, les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, etc. disent que de la maison de David, c'est-à-dire de la lignée sanguine de David, naîtra un sauveur, le sauveur d'Israël. Or, on constate que de David jusqu'à Jésus, entre David et Jésus, il y a Joseph au milieu. C'est Joseph qui est le descendant de David. Mais Joseph n'est pas le père de Jésus. Donc Jésus n'est pas de la lignée sanguine de David. Par conséquent, si les prophéties sont battues en brèche, ça veut tout simplement dire que Jésus n'est pas le sauveur. C'est compris. Des choses ont été dites, d'autres suffisamment graves, je présume, pour un homme d'église, surtout pour un révérend. D'abord, on dit que Jésus n'est pas un personnage historique. On parle du christianisme véritablement qui n'est pas une chose importante pour l'Afrique, mais vous avez passé le temps et vous passez encore le temps à dire aux êtres humains de venir à Jésus, révérend. Je vous remercie parce que c'est une problématique importante, n'est-ce pas? C'est pas de la blague. C'est pas de la blague parce que il faut, n'est-ce pas, mettre au clair, clarifier un certain nombre de choses que je considère comme une forme de calomnie intellectuelle. Même bien plus qu'une calomnie, c'est une forme de comment je dirais, d'insulte, de reniement d'un certain nombre de facteurs qui sont de la science.
Voilà. Donc j'admire beaucoup l'enthousiasme de notre ami, notre frère Toth, n'est-ce pas, le docteur Toth, n'est-ce pas, sur les connaissances qu'il apporte. Je veux dire que je me félicite, n'est-ce pas, nous nous félicitons qu'il donne un certain nombre d'arguments égyptologiques. Mais je veux dire que ce n'est pas les seules sources qui peuvent prouver un fait scientifique ne se trouvent pas qu'en égyptologie, et chers frères. Et surtout que vous remettez en cause un certain nombre de faits démontrés historiques et scientifiques, savoir le personnage Jésus. Deuxième chose, je voudrais dire que vous êtes égyptologue, vous n'êtes pas un spécialiste du judaïsme. Je suis métaphysicien en plus, si vous ne le saviez pas. Ça veut dire que vous êtes même tout. Ça veut dire que j'ai fait la philosophie des religions, l'histoire des religions, la cosmologie, l'étude des langues anciennes. Je peux même dire que vous avez tout fait. Voilà. Vous avez tout fait. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne savez pas tout. Bien évidemment. Et en l'occurrence, vous n'avez pas le savoir biblique. Parce qu'il faut, sur les faits bibliques qui sont tronqués ici, vous parlez à haute voix, mais les faits bibliques sont tronqués. N'est-ce pas? Quand il parle de l'arrivée, il a montré ces textes, l'arrivée des Hébreux en Égypte. Lui-même, il dit l'arrivée des Hébreux et il souligne, la Bible a clairement, ça ramène le texte biblique qui dit en fait que Joseph est arrivé comme vendu en esclavage et puis il a fait amener toute sa famille, il a fait amener la famille de Jacob et ils se sont multipliés en Égypte pour remonter vers la Palestine. Ça, c'est des faits qui ont été démontrés et notre émission, c'est pas l'objectif. Mais je veux dire, est-ce que le christianisme est, n'est-ce pas, peut sauver l'Afrique? Oui. C'est la question fondamentale. La question fondamentale, je reviens à cela, parce qu'il fallait un peu balayer ces mensonges intellectuels, n'est-ce pas? Je veux dire, le christianisme demeure un instrument fondamental qui peut aider tous les peuples à se développer. La foi chrétienne n'est pas un instrument politique. Il faudrait que nous le sachions. Et il faut clarifier, n'est-ce pas, les choses entre les formations religieuses, en l'occurrence la formation catholique roumaine, évangélique et tout. Il y a plusieurs courants, n'est-ce pas, chrétiens qui ont émergé dans l'histoire avec leurs forces et leurs faiblesses. Et le message du Christ, ce qu'on appelle la foi chrétienne, qui demeure clair dans les Écritures. Vous n'avez pas lu, vous avez des portions de versets, vous n'avez pas lu. C'est une prétention, mon frère, c'est une prétention, vous ne connaissez pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous avez bien lu les Écritures, le texte biblique, vous allez comprendre que le texte biblique fondamentalement présente les 10 commandements. Les 10 commandements qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont humains. Ça veut dire que ce sont des textes de base qui aident, n'est-ce pas, toute l'humanité à être comment un homme peut vivre en société. Christ vient avec un certain message. Et je veux dire que il faut voir le christianisme comme promouvant un certain nombre de valeurs. Il ne s'agit pas aujourd'hui, comme certains extrémistes essayent de battre en brèche la foi chrétienne parce qu'ils ont l'impression que, et je dis encore c'est un mensonge, la foi chrétienne n'a jamais amené la colonisation. Jamais la foi chrétienne n'a amené la colonisation. La foi chrétienne, ce sont des hommes politiques, qui essayent parfois d'utiliser un certain nombre de principes bibliques, d'enseignements bibliques, pour les utiliser à des fins politiques. Mais la foi chrétienne reste, et son fondement, c'est la Bible. La Bible enseigne la morale, une bonne morale juste, une bonne gouvernance, l'amour de son prochain, la justice sociale, la bonne gouvernance, toutes ces choses qui sont les valeurs qui peuvent permettre à la société africaine de se lever, se retrouvent purement et simplement écrites. Il ne s'agit pas des hiéroglyphes ici. Il s'agit des choses en français et en anglais qui sont écrites, où on vous dit, vous ne tuerez pas, vous ne volerez pas, vous n'allez pas commettre l'adultère, vous n'allez pas faire ceci ou cela. Ce sont des choses que si on applique aujourd'hui, ce sont des choses qui vont faire redécoller l'Afrique. Et qu'on n'assimile pas la foi chrétienne à des acteurs politiques qui instrumentalisent les gens au travers d'un certain nombre de versets bibliques. C'est compris. Pierre Blurung-Emec, vous avez écouté
vos prédécesseurs, je présume, avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup d'attention. Alors, si nous prenons certains peuples qui, eux, ne sont pas dans le christianisme, je prends globalement les peuples asiatiques, je vais parler de la Chine par exemple, il y a d'autres peuples, on a l'impression, je peux me tromper, que ces peuples se développent un peu plus que ceux qui sont englués dans le christianisme. Est-ce que si nous prenons la chose de cette manière, nous allons encore dire avec autorité, comme vient de le dire le révérend, que le christianisme est une chance pour l'Afrique, ou alors le christianisme peut sauver l'Afrique parce que le christianisme promeut un certain nombre de valeurs? Alors, j'ai entendu beaucoup de choses très très intéressantes, j'en retiens quelques-unes. La première chose, Alain Douk a commencé à faire un développement, mais il s'est arrêté en mi-chemin. Le christianisme n'est pas la chrétienté. Il faut que ce soit d'abord clair. Il faut que ce soit Clair là-dessus. Quand vous savez que le christianisme n'est pas la chrétienté, la forme de la chrétienté la plus galvaudée, c'est le christianisme. Le christianisme est un syncrétisme qui tue le message de Jésus. Voilà. C'est-à-dire ce que nous présentons. Là, je suis embrouillé. Non, pas bien. Le christianisme tue le message de Jésus. Tout à fait. Alors que le christianisme, quand moi j'entends christianisme, je vois le Christ. Seulement. On a vu parfois ici faire la modération. Les gens, après, veulent parler de parfait ici. Ils utilisent le nom de parfait ici comme égérie. Mais ils font tout autre chose que ce que faisait parfait ici. Mais comme le nom de parfait se vend beaucoup, c'est ce nom qui est présenté. Les rituels du christianisme ne sont pas les rituels qu'on a enseignés dans la chrétienté, notamment l'église primitive. Il y a totalement déphasage, première chose. Donc le christianisme sous sa forme actuelle est une hérésie par rapport à la chrétienté. Première chose. Deuxième chose, là c'est à l'endroit de Toth. Toth a beaucoup lu. Je ne vais pas rappeler quelques accointances. Mais le problème avec certains égyptologues, c'est qu'ils décident de lire la Bible avec des œillères. Il a dit que Jésus-Christ n'est pas parenté à David. Mais parce qu'il a lu la Bible en partie. Marie est descendante de la lignée de David autant que Joseph. Son mari. Vous voyez, une grosse. D'accord? Et c'est coutumier dans la Bible. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de générations. Hein. Ils sont pas. Pour qu'ils se marient entre cousins. Ils se marient, mais même jusque-là, de David jusqu'à Joseph, il y a 14 et 14, il y a 28 générations. Donc, Marie est descendante, elle-même, pas son mari. Elle est même cousine lointaine de Joseph. Elle est même descendante de la lignée de David. À partir de là, donc, maintenant, vraiment, clarifions les choses. L'individu qui va porter le nom de Christ, c'est un titre. Il ne s'appelle pas Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui va naître et son nom c'est Emmanuel. Voilà, quand il naît, son nom c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Ensuite, il aura une autre désignation, Yeshua, n'est-ce pas? Yeshua. D'accord. Il a existé. L'épisode, là où je suis d'accord avec les Égyptiens, là où c'est bien, je dis c'est bien. La vérité, c'est que quand vous lisez les textes bibliques originels, le premier à traverser en Égypte, c'est qui? C'est Abraham. Abraham ne traverse pas en Égypte comme un esclave. Oui. Non, il a un statut particulier. Et le premier conflit qui oppose Abraham au, comment on l'appelle? Au pharaon. C'est un conflit que Abraham a généré lui-même. Parfait ici. Abraham est descendu avec sa femme Sarah qui est belle de figure. Elle plaît au pharaon. Le pharaon appelle Abraham et il lui dit que la femme s'il me plaît. Qui est-elle pour toi? Abraham répond, c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'était sa soeur. Parce que c'était la fille de son père, mais c'était son épouse. Il cache au pharaon, selon le récit biblique, que Sarah est son épouse. Le pharaon fait de Sarah sa femme, sa copine. Il essaye. Alors Abraham, oui, pasteur, ne t'énerve pas. Alors, quand Abraham prie son Dieu, selon le récit biblique, le pharaon reçoit des conséquences et il rappelle Abraham pour lui dire, mais
Pourquoi m'as-tu dit ce mensonge? Tu ne m'as pas dit. Donc, le pharaon montre qu'il est correct. Maintenant, sur la question de l'homosexualité. On terminera par on là. termine par là. Le fait qu'il y ait une loi montre qu'il y a une pratique qu'on réprime. Ouais. Le fait qu'il y ait une loi. De même chez les Hébraïques. Cette pratique est marginale. Ne voyez pas le monde d'aujourd'hui. L'homosexualité, la seule zone du monde où les hommes ont revendiqué l'homosexualité, c'est la Rome antique. La Grèce aussi. Et revendiqué. La Grèce est sous. Elle est sous. Les hommes ont revendiqué ça comme étant un mode de vie. C'est-à-dire que officiellement. Et c'est pour cela que vous voyez que l'Occident est en train de retourner à ses sources. Dans les autres zones, elle a existé comme une pratique marginale qu'on a condamnée. Même dans nos villages, si tu remontes, on a attrapé quelques imbéciles. Oui, qui pratiquaient ça. Il y a une vidéo, même il y a une vidéo 3 ans, dans un village, on a attrapé deux jeunes gens dans une broussaille. Voilà. En train de vouloir faire... quand on les attrape, on dit, c'est l'autre qui veut prendre par derrière. Donc, ces pratiques ont existé même en Égypte antique, mais comme des pratiques marginales qu'on a condamnées. Et c'est pour cela que les lois étaient très sévères. En Égypte, comme chez les Hébreux, on lapidait carrément les homosexuels. La Grèce, le Rome et autres promouvaient. Et donc, ces deux conflits qui se sont présentés dans l'histoire. Mais on ne peut pas présenter l'homosexualité dans les sociétés bantoues, dans les sociétés africaines ancestrales, comme étant une pratique qui n'a jamais été approuvée. Très bien. Moi, je voudrais que nous puissions évoluer, parce que j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, que nous ne nous focalisons pas beaucoup plus sur la problématique inscrite à l'ordre du jour. C'est ta problématique, sauf qu'elle est longue. Nous y sommes. Ah, oui, on dit que nous y sommes. Et Blaireau dit même que c'est la problématique, mais elle est longue. Alors, Alain Douk, cette affaire de christianisme, pour le cas du Cameroun, moi je prends vraiment le cas du Cameroun, autant d'églises, autant de pasteurs, autant d'évêques, autant d'archevêques, autant je ne sais pas moi quoi. Mais nous sommes pauvres. Est-ce que cette affaire nous sert? En réalité, comme vous l'avez constaté, lorsqu'il fallait définir le concept, ma position était mitigée. Blériot l'a compris. Ma position est mitigée. Je ne peux pas répondre de façon tranchée et dire oui, il y aura des amalgames. Parce que la vérité se trouve en ce moment sur le sujet en question dans les nuances. Et je pense que le révérend aussi est revenu là-dessus. Mais quand vous constatez qu'en réalité, on nie dans une certaine science même des vérités avérées, il y a un problème. Ça devient très sectaire. Je tiens à vous rappeler qu'au sujet de la personne du Christ, j'ai parlé une fois sur ce plateau d'une monnaie qui avait été battue sous Justinien. Nous sommes au 6e siècle dans l'Empire romain. L'Empire, depuis Constantin, avait déjà phagocyté la foi chrétienne dans une espèce de syncrèse, créant ce romanisme qui s'est imposé aujourd'hui sous la forme du catholicisme. Et on voit bien sur l'une des faces de la monnaie, Justinien, avec ses traits ariens, et sur l'autre, la deuxième face de la monnaie, on voit bien les traits négroïdes du Christ, sans embâche. Au 6e siècle. Oh là là, monsieur Tante. Oui, mais il faut... Moi, je ne suis pas dans la science qui nie les évidences. Je vous cite une source. On voit sur l'autre face, l'empereur, sur l'une des faces de la pièce, sur l'autre face, on voit le Christ avec ses traits négroïdes, sans embâche. Bien sûr. Oh là là, on ne discute pas les évidences. Oui, si la personne, on se fait. Je vous ai laissé parler, monsieur Tante. Allez-y. Tout doux. Jusqu'au 19e siècle, la personne historique de Jésus, le Christ, Yeshua HaMashiach, parce que le Christ en réalité vient de Christos, c'est un titre, ça vient du grec. N'oubliez pas que le Nouveau Testament a été composé dans un contexte d'influence culturelle gréco-romain. Gréco-romaine, je veux dire. Donc, vous allez remarquer que des gars comme les Paul, ils s'exprimaient non pas seulement en araméen correctement, mais aussi bien en grec. C'est pour cela que les copistes et tout le Nouveau Testament est écrit en grec koiné. Donc, Christos, ça vient du grec. Ça veut dire oint. L'équivalent donc de quoi? D'un terme araméen qui existe, qui est Hamashiach, le loi. Si je me permets d'y attirer, je dirais le oint. Bon, on fait la langue française à ses exigences, on dit loin. Donc c'est ça l'équivalent.
Je disais donc jusqu'au 19e siècle, début du 20e siècle, l'existence de cette personne historique n'a jamais souffert de rien du tout parmi tous les érudits. Alors, je vais comprendre comment, dès le début du XXe siècle, ceux qui, dans tout le monde du savoir, n'a jamais souffert d'aucune onde de contestation, a subitement commencé à être contesté avec une montée en fureur dans notre mouvement maintenant aussi de retour africano-centrique, où toutes les vérités sont jaugées et talonnées à la seule mesure de l'Afrique, de l'Égypte, etc. C'est sectaire. Parce que, je tiens à vous dire que sur les preuves archéologiques, on a fait des fouilles dans l'antique cité de Rome, où, sous les persécutions des premiers empereurs, les chrétiens allaient se cacher. Il y avait un réseau de catacombes dans toute la Rome. Et à l'intérieur, dans leur martyre, ils se permettaient un certain nombre de fresques, de mentions, de graffitis, on pourrait le dire comme ça, etc. De messages sur les murs de pierre des réseaux de catacombes qu'ils avaient créés. Et ça a apporté aujourd'hui à l'archéologie, à l'histoire et à la science beaucoup d'informations. C'est à ce titre qu'on a pu avoir une représentation sous forme de fresques de ce à quoi ressemblait la morphologie du Christ. Nous sommes là au 2e siècle, 3e siècle, avec des gens qui ont eu des contacts physiques avec les apôtres et possiblement des gens qui ont vu physiquement de leur vivant le Christ en question et le dépeignent clairement comme étant un nègre. Il faut qu'on le sache et il faut qu'on arrête cette mascarade. Jésus était... Oui, c'était un noir. Et j'ai dit, si j'ai évoqué dans une devancière émission, des données bibliques qui attestent ce fait archéologique que je cite. Que Jésus était noir. Noir, monsieur. C'est un noir. On ne souffre de il est noir comme moi. Je tiens à vous le dire. Quand vous allez vous intéresser au sujet, vous allez questionner les sources historiques et documentaires, notamment, il y en a beaucoup du côté de la Russie. Du côté de la Russie. Vous allez donc retrouver toute cette iconographie historique du Christ des apôtres en tant que nègre. Attends d'abord Alain Doc. Révérend, vous êtes d'accord avec Alain Doc que Jésus était noir? Il a dit des choses très intéressantes. Non, réponds pas à la question. La conclusion est-ce que Jésus était noir? Non, Jésus n'était vraiment pas noir. Il était quoi? Il était donc quoi? Je l'ai redit et je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui. La couleur originelle du Christ était une couleur mixte. Je dis encore mixte. C'est-à-dire que noir et quoi? Moi, je ne tiens pas des discours clairs. Laisse les gens parler à leur moment. Parce que ce qu'ils estiment être des preuves bibliques qui peuvent démontrer que le personnage Jésus était quelqu'un de noir, par exemple les pieds d'airain, dont il a dit. Mais pour savoir la couleur de quelqu'un, c'est ses pieds qu'on regarde ou bien son visage. Et quand on dit que son visage était semblable au soleil, bon, le soleil d'un côté et puis les reins de l'autre côté, les mains d'une autre couleur. Moi, je pense que ce sont des arguments de poubelle. Jésus, même si la foi chrétienne n'a pas souvent insisté sur la couleur, parce qu'on a un problème, le problème de racisme aujourd'hui, qui est en train de se déporter chez nous autres les Africains. C'est-à-dire que on est en train de tout rabouer à la poubelle parce que les Blancs ont fait l'erreur de mettre généralement le Christ sous une couleur blanche arienne. Je l'ai évoqué ici sur ce plateau. La récupération des mouvements radicaux africanistes peut Jésus aujourd'hui et ne cesse de peindre pour essayer d'enlever une certaine mentalité de domination arienne. Blaireau n'est pas d'accord avec moi. Non, en fait, c'est cette démonstration. Attendez, c'est Blaireau qui a la parole. Je ne veux pas... Non. Jésus n'est pas apparu comme une génération spontanée. Jésus a des parents, il a une généalogie. Tout à fait. On remonte sa généalogie. On remonte les noms des parents. Que ce soit Joseph lui-même, que ce soit Marie, que ce soit Élie, le père de Joseph, que ce soit Jacob, tous, sans exception, en dehors de Jésus, sont des Noirs. Ah bon? Non. C'est noir. C'est facile. Vous n'avez pas d'accident. Je me demande d'aujourd'hui. Il n'a pas d'accident. Il n'a pas des allégations gratuites. Moi, je ne parle. Non, je vais vous donner le terme. Je vais vous donner les références historiques. On passait.
Ce n'est plus une démonstration d'aujourd'hui. Parce que même les égyptologues qui veulent nier Jésus reconnaissent que depuis Moïse, dans leurs textes et dans les textes bibliques, est noir. Il y a le révérend Angèle Benvent qui avait dit lui c'est prêtre, mais la chance que Angèle Benvent a, c'est qu'il est historien et archéologue. Il ne peut donc pas s'opposer à la science. Vous comprenez le problème de certains érudits catholiques. C'est-à-dire tu es prêtre. Angèle Benvent aurait bien voulu que Jésus fût blanc. Parce qu'il est prêtre blanc. Il est un prêtre romain de rite latin. Mais quand Angèle Benvent fait ses travaux, il se rend compte d'une chose. C'est le contraire. Les parents et les grands-parents de Jésus, qui sont totalement noirs, n'auraient pas par miracle pu accoucher un blanc. Autre chose, il n'y a pas que Jésus, parce qu'il y a des travaux qui sont faits sur les autres apôtres. C'est tout Israël antique et biblique. Alors, quand vous êtes donc sur tous les autres apôtres, qui ont des noms, parce que les noms que vous lisez là sont des noms des noirs. Très bien. Les gens ne font pas attention. Comment Jésus était au milieu de ces gens et lui, ça était blanc? Révérend, il faut passer la parole. Faites honneur à vous. Attendez d'abord. C'est juste votre... Il y a certains qui vous ont repris sur ce plateau, sur vos déclarations. Beaucoup ont estimé que vous allez très vite en besogne et que vous n'avez pas suffisamment fouillé, encore moins fouiné pour faire certaines déclarations. On vous repasse la parole, probablement pour quelques mises au point où alors nous évoluons au niveau du débat. Si le christianisme peut sauver l'Afrique. Une évolution. Déjà, je parle toujours avec des sources à l'appui. Donc, je n'ai pas eu la présence d'esprit de venir avec l'ouvrage en question, ce qui est une compilation des chercheurs partant du premier siècle de l'ère actuelle jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Des recherches. Le document est intitulé « Histoire et chronologie de la chrétienté ». Histoire et chronologie de la chrétienté. Donc, tous les chercheurs peuvent aller sur Google. Ils tapent Histoire et chronologie de la chrétienté. Déjà, on démontre dans cette... C'est pas un individu qui a écrit, c'est une compilation. C'est-à-dire ce que Ézèbe de Césarée avait écrit, ce que Pline l'Ancien avait écrit, ce que tous les Grecs... S'il vous plaît, laissez-moi développer. Un courant de pensée. Tous les gens... C'est pas un courant de pensée. Alors, on ne peut pas... Les Grecs ne peuvent pas écrire quelque chose. Les Romains, les autres écrivent... Ils se sont vus... Ce que Flavius Joseph... À des époques différentes. C'est-à-dire, on est au 1er siècle, ensuite on est au 2e siècle, on est au 5e siècle. Donc, déjà l'histoire de Flavius Joseph, l'extrait qui se retrouve dans l'histoire des Juifs de Flavius Joseph, tous ceux qui ont mené des investigations littéraires et les datations, on a constaté qu'il y a eu rajout, on appelle ça interpolation, de l'extrait qui mentionne le nom d'un Messie. Nous nous éloignons pas. Donc, je reviens très rapidement. De manière substantielle, que dit le document? Le document dit clairement que les anciens historiens, Pline le Jeune, Ézèbe Pline le Jeune, tous Tacite, voilà, ils disent que Jésus, personne ne parle, même Clément d'Alexandrie, qui est un philosophe, qui est un juif, ne mentionne pas le Christ, alors qu'il est contemporain des événements. C'est Flavius Joseph, dans un extrait au 2e siècle, qu'on vient d'introduire qu'un Messie aurait existé. Ça, c'est alors, s'il vous plaît, ça c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit qu'il est né entre l'an 4, avant l'ère actuelle, et l'an 6. Et que ses parents l'ont amené au recensement, sous le règne de Quirinus, qui est un personnage historique daté. Mais on a fouillé des archives historiques en Syrie, en Rome et en Grèce. On n'a trouvé nulle part un Jésus-Christ, fils de Marie et de Joseph. Ni un Marie, ni un Joseph. Quand on a trouvé ça nulle part. Ensuite, j'ai lu les datations des évangiles. Le premier, l'évangile le plus ancien, c'est l'évangile de Jean. C'est 4 phrases. Sur le papyrus, John Ryland. S'il vous plaît, laissez-moi développer. Ça nous fait perdre du temps. Jean est même le dernier. Ça nous fait perdre. Je parle au niveau des datations, monsieur. Je parle bien aussi. L'évangile le plus ancien. C'est pas possible. C'est le premier. Je dis l'évangile de Marc. Vous voulez que je vous donne la date de l'évangile de Marc ici? Vous voulez que je vous donne la date? Vous vous trompez, c'est dans l'égyptologie. C'est pas l'égyptologie ici, monsieur. On parle de la... C'est pas l'égyptologie qui parle. L'évangile primaire. Vous m'empêchez de parler, ça nous fait perdre de temps. Vous aurez votre temps de parole. Allez-y. Donc, comme j'étais en train de le dire, le premier évangile daté
C'est sur le papyrus John Ryland en Angleterre qui date de l'an 125 de l'ère actuelle. L'an 125. Je peux vous donner, vous-même vous lisez. Ce n'est même pas que c'est moi qui dis. Évoluons. Les datations. Donc, l'évangile de Marc, je vais donner la date de la rédaction de l'évangile de Marc. Donc, vers l'an 140, rédaction du pasteur Hermas qui ignore le nom même de Jésus et évangile. À cette date, n'était pas encore commencé. Ensuite, on est en l'an 160. Si Justin écrit la vie de Jésus, il n'a jamais entendu parler des évangiles, dont la rédaction en cours n'est pas achevée. Vers l'an 160, une amorce de l'évangile inspiré de celui qui raconte la mort du Christ. On est en l'an 160 de l'ère actuelle. Ensuite, vers l'an 165, rédaction de l'évangile de Matthieu. Vers l'an 170, rédaction de l'évangile de Marc. Ce qui vient de dire là que c'était la première évangile. Vers l'an 170, rédaction de l'évangile. Donc c'était les immortels qui ont vécu 200 ans après Jésus. Et ils ont attendu 200 ans pour commencer à rédiger. Donc, vous aurez le temps. Laissez-moi développer, s'il vous plaît. Jetons également. Voilà. Donc, vers l'an 180, le nom de Jésus est ajouté à celui de Christ. Auparavant, il aurait été juste jugé ridicule de donner un nom propre à un personnage imaginaire, etc. Donc ça, le document, je rappelle, c'est chronologie de la chrétienté. Les gens peuvent s'inspirer de ce document et ils vont constater que c'est un corpus, un recueil qui remonte du 1er siècle jusqu'aux dernières années dans lesquelles nous sommes. Donc, si Jésus n'est pas un personnage historique, puisque même la tombe de Jésus est découverte au 4e siècle par l'impératrice Hélène. Donc au 1er siècle, si Jésus avait été, qui était la grande figure emblématique, il y aurait eu un pèlerinage du 1er siècle jusqu'au 4e siècle. Nous allons d'abord lire quelques messages. C'est une phrase, juste de dire que cette chronologie est une chronologie qui n'est pas du tout historique, parce que dans les années 60, les premiers évangiles, dans les années 60-70, qui a écrit le premier évangile, qui est l'évangile de Marc, qui était le compagnon de Pierre. Il était traducteur, ça veut dire qu'il parlait, quand Pierre parlait, lui il parlait en grec, et il parlait le grec, il traduisait ce que l'autre disait en langue hébraïque. C'est pour ça que le premier des évangiles, le plus succinct, c'est la substance. Donnez-nous la source. Ne parlez pas l'air. La source, c'est quoi? Moi, je donne les sources. On a besoin de son parvenu ici pour les questions. Là, vous êtes dans la on aura le sujet. Là, vous êtes dans la manipulation. On a besoin de ce que je dis, ce sont des sources documentées que je suis. Donnez-les pour que les gens aillent. Ce n'est pas notre sujet de ce matin. Voilà. Seulement, j'essaye de ne pas faire croire à notre téléspectateur que les sources que vous donnez sont chrétiennes. Donnez les vôtres. Ces sources ne sont pas chrétiennes. Donnez les vôtres. Alors, nous lisons quelques messages. Depuis, nous n'avons pas lu les messages, hein, et les téléspectateurs s'en plaignent. Nous allons donc lire quelques messages, parce que j'ai subi d'énormes pressions là. Bonjour à Blériot Niemek, mon grand frère Blériot, que ce soit le christianisme ou la chrétienté ou même le jésuisme, aucune de ces croyances ne peut sauver l'Afrique. Le révérend nous cite certaines valeurs que promeut le christianisme, tels que l'amour, la condamnation de l'adultère, le vol, etc. Donc, le révérend veut nous dire que avant l'arrivée du christianisme, nos traditions ancestrales ne condamnaient pas le vol, l'adultère, la fornication. Donc, avant l'arrivée du christianisme, les noirs ne s'aimaient pas. Arrêtons avec l'esbrouf, cher révérend. Avant l'arrivée du christianisme, l'Afrique était très bien structurée et en termes de valeurs et de développement. Et Blériot Niemek n'a pas répondu à la question que Parfait Haïssi lui a posée, et qui est celle de savoir pourquoi la Chine, l'Asie sont très développés aujourd'hui. Pourtant, ces pays n'ont pas embrassé le christianisme. C'est un message qui nous vient du 213, hein, donc l'Algérie. On prend un message qui nous vient du Maroc, c'est le 212, qui dit le téléspectateur du côté du Maroc. Bonjour tonton Adalbert, c'est moi ton concepteur d'idées et stratégies agrégées. Tu sais, Parfait, comme à mon habitude, je voulais écrire ce message avec un ton humoristique, mais un certain nombre de questions se sont mises à fuser dans ma tête, que ce soit dans les médias, les
les réseaux sociaux, les podcasts et même à huis clos, il est bien plus aisé aux gens de tirer sur le christianisme, ou plutôt la chrétienté comme je préfère l'appeler. On insulte Christ aisément, on ne dit rien, on fait des carnavals par-ci et par-là pour cracher sur Jésus. Nous chrétiens, on ne dit rien. On dérange la Bible à Mondovision, on ne dit rien. On fait des cérémonies d'ouverture pour cracher sur la scène à Mondovision, on ne dit rien. Mais lorsque tu tentes de mettre ta bouche sur l'islam, tu vois toi-même comment je me suis stoppé net. Je me rappelle encore le jour où vous avez invité un imam responsable des transports ou quelque chose du genre, et Bleury a dit que la communauté là n'est pas simple. Il est plus facile aujourd'hui de poser sur la table des médias la problématique sur le tapage des églises plutôt que celle des mosquées. Il est plus aisé de critiquer certains faits de l'église plutôt que de frapper du poing sur la table contre les routes bloquées le vendredi à l'heure de prière. Je le dis, je préfère être dans une religion, même si j'aime pas le terme qui prône l'amour, la charité, plutôt qu'une qui fait dans la peur, la tyrannie et le mépris de la gente féminine. J'espère qu'un jour ce sujet sur l'islam sera posé sur le plateau. Dr Tot, je vous invite à donner votre vie à Jésus. Laissez vos histoires de Mame Satan. Voici la sagesse du jour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous et vous, nos aimables frères musulmans. Amen. On dira Amen. Hein? Amen. Alors, je pense que c'est Bleury qui devait prendre la parole. Hein? Bleury, nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. Oui. Nous sommes d'accord qu'on avait encore des choses, des tonnes et des tonnes de choses à dire. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet. Mais nous bouclons d'abord rapidement. Est-ce que tu as répondu clairement à cette question? Le christianisme peut sauver l'Afrique? Oui, quelqu'un m'a charrié dans un message que la Chine et autres, non. Nous parlons de spiritualité. C'est l'idée que ceux qui sont riches sont sauvés. C'est un problème. Faut pas voir ça comme ça. Du salut. Si on voit ça comme ça, comme la Chine est devenue riche, c'est des gens de Dieu. Comme nous traînons encore, la Chine... Attendez, vous savez à quoi ressemblait la Chine il y a encore 60 ans? Presque au même niveau. Pas presque, c'était la pauvreté absolue. Donc là, ils n'avaient pas le taoïsme, tout ça. Non, la spiritualité peut exiger qu'un peuple, et les peuples les plus spirituels. L'Inde est spirituelle, non? L'Inde a pris du temps pour devenir ce qu'elle devient. Les spiritualistes ne sont pas pressés de résoudre les problèmes matériels. Le retard de l'Afrique a sa raison d'être. Et il contribue même à la spiritualité de l'Afrique. Ces peuples qui courent derrière le matériel abandonnent en même temps la spiritualité. Donc, il ne faut pas voir ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec le christianisme actuel. Mais je dis la figure de Jésus, je suis tout à fait d'accord que ces enseignements peuvent nous aider. Et il nous aide d'ailleurs. Merci. Hein. Alain Doc. Moi je dis il faut apprendre à raisonner. Les Grecs avaient ce qu'on appelle le logos. Quand vous tenez un discours, il doit être cohérent. Vous ne pouvez pas dire on est en train de traiter ici du sujet. Oui ou non, il y a eu occurrence de l'homosexualité en Égypte. Vous confirmez tout en infirmant. On voit bien qu'il y a deux personnalités, deux déités de l'Égypte antique qui se sont pour des motivations liées au pouvoir. Je veux dire quoi, se sont laissés aller à un acte de pédératie. Horus et Seth. Est-ce que c'est un fait établi? Est-ce qu'on le retrouve dans le papyrus en question? C'est ça qui intéresse le téléspectateur et pas aller le vérifier n'importe où. Oui, mais il ne faut pas conclure que... Non, je ne suis pas en train de dire que l'Égypte en question prônait, c'est-à-dire que c'était la... Vous savez que nous condamnons l'homosexualité au Cameroun, non? Bien sûr. Mais il y a des homosexuels au Cameroun. Non, Léo, ne me laissez pas. Tu as compris où je veux en venir pour dire que le phénomène existait chez nous. Bien maintenant, sur la figure de Jésus, le logo, ça manque à certains, bien qu'il s'appelle docteur. Vous voyez bien que vous êtes en train de nier l'existence historique de quelqu'un, mais vous citez sa tombe. Donc les gens qui ont accepté mourir en termes de centaines de millions, tout au long de l'histoire de ce mouvement, ont accepté de mentir pour un mensonge. C'est compris. Et rester quand même fidèle à leur discours. C'est compris. Et si vous êtes un docteur, ça tient dans votre tête. Moi, je comprends pas ça. Non. Docteur, vous acceptez ce qu'Alain Douk dit là? Ça n'a pas de sens. Je vais pas aller dans le sens de
l'invective. Pas du tout. Surtout que nous ne promouvons pas ça ici. D'une certaine insolence aussi, à la limite. Tout ce que je peux dire, c'est que, comme nous sommes déjà en conclusion, tout à fait. Vous avez 1 minute. Nous devons retenir 4 choses. Lesquelles? Qui sont enfermées dans l'idéologie judéo-chrétienne et dans l'idéologie gréco-romaine. Le matérialisme, l'individualisme de la prédation, et la dépravation, c'est-à-dire la perversité. Dans la Genèse, quand on te parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie, l'arbre de vie, c'est l'arbre kabbalistique. J'espère que dans une prochaine émission, je montrerai comment l'homosexualité se déroule en filigrane à l'intérieur de la Bible. Comment Jonathan était aimé par David, comment Jésus avait 12 disciples sans femme, comment Dieu... Attendez, vous voulez dire quoi? Tous les enseignements de mystère. Comment... Attendez, vous voulez dire que Jésus était dans cette chose-là? Jésus est le Fils, n'est-ce pas? Le Père, c'est qui? Attendez un peu. Jésus était dans cette chose-là. Le christianisme prône l'homosexualité. Je vais le démontrer dans une prochaine émission. Non, vous avez des choses très graves. Parmi les disciples de Jésus, vous trouvez une femme quelque part? Les 12 disciples. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas une femme que Jésus était en train de faire la promotion de l'homosexualité? Parmi les 12 disciples, il n'y a pas de femme. Parmi les généraux du Cameroun, il n'y a pas de femme entre le Père, parmi les gouverneurs au Cameroun, le Père est masculin, Dieu le Père. Le Saint-Esprit est masculin, Dieu le Saint-Esprit. Le Fils est masculin, Dieu le Fils. La place de la mère est on sent qu'il ne maîtrise dans la triade égyptienne, on a ta masculin, Sekhmet féminin et Nefertum. C'est compris. On a Osiris masculin, Isis féminin et Horus. C'est donc terminé. Chez eux, la patriarcalité c'est terminé, les pratiques homosexuelles. Merci. Donc, on n'a justement pas eu suffisamment de temps pour aller au bout de nos pensées. Nous y reviendrons certainement sur cette problématique la semaine prochaine. Question également de permettre aux uns et aux autres d'aller encore mieux affiner leurs armes. Merci à Alain Douk, merci au docteur Tot, merci à Pierre Bléreux, le consultant, merci au révérend. Non, révérend, si vous donnez un dernier mot là, quelqu'un d'autre aura aussi encore un dernier mot. En 30 secondes, juste pour vous dire que merci d'avoir été là ce matin. Non, parfait. Permets-moi juste de dire ça. Parce on avait une problématique claire ce matin. Est-ce que l'Afrique peut être sauvée? Je dis, nous n'avons pas, en tant que chrétiens, la prétention de faire des actes politiques. Mais la foi chrétienne promeut un certain nombre de valeurs. Et je pense que vous avez cité ces valeurs. Nous devons dire. Et quelqu'un vous a dit ici que l'Afrique, quand on reconnaissait ces valeurs, quand on la suit, quand on la respecte, à la dignité et à la justice humaine. La foi chrétienne aide à la paix et à la réconciliation. Vous pensez que nos ancêtres n'étaient pas d'accord pour la paix? Nous ne disons pas non. D'accord. Nous avons juste dit quelle peut être la contribution. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Bonne fête du travail à tous les travailleurs du Cameroun et à tous les travailleurs de par le monde. Une question avec tout ceci.